cérémonie s'ouvrira par un discours prononcé par la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Madame la Présidente, vous avez la parole. Chère Madame Aubry, chers membres de la famille de Jacques Delors, Excellences, Mesdames et Messieurs, allons, courage, le printemps de l'Europe est toujours devant nous. Ces mots sont les derniers de l'ultime discours de Jacques Delors devant le Parlement européen le 19 janvier 1995. Quelques jours avant la fin de ses 10 ans comme président de la Commission européenne. Des mots qui illustrent son optimisme concernant le projet européen et plus encore un optimisme de la volonté, la grande détermination d'un homme qui a toujours su joindre idéal et action. Beaucoup a été dit ces dernières semaines sur Jacques Delors, l'architecte de l'Europe, sur le sillon profond qu'il a tracé pour les générations suivantes, qui ont fait de lui un des 3 citoyens d'honneur de l'Europe, à côté de Jean Monnet et Helmut Kohl. Mais trop peu a été dit sur sa foi en l'Europe comme communauté de destin. On le sait, Jacques Delors était croyant, un homme de foi, justement. C'était aussi un homme convaincu que l'être humain s'accomplit en étant engagé dans la société au profit de son prochain. Et enfin, c'était un témoin de première main de la douloureuse histoire européenne et de ses conséquences humaines et si tragiques. De tout cela découle sa conviction que notre horizon devait être une union sans cesse plus étroite entre les nations européennes et les peuples qui la composent, dans un cadre de paix, de liberté et de solidarité. Un horizon moral et historique en somme, autant que la solution pragmatique à nos défis. Comme il a dit lui-même dans un discours devant le Parlement européen, je cite, « L'Europe, menacée d'être malade de ses divisions, demeure formidablement riche de ses diversités. Il convient de les préserver, mieux, de les faire fructifier pour le bien commun. » Fin de citation. Et pour Jacques Delors, cette communauté de destin devait avoir pour socle le principe de subsidiarité. Principe de respect du pluralisme et donc des diversités, disait-il. L'Union européenne qu'il construisait ne se substitue pas aux nations. Et nous retrouvons cette philosophie dans la devise actuelle de notre Union, qui est unie dans la diversité. Cet idéal européen, comme Jacques Delors aimait à le nommer, n'était pas un simple exercice intellectuel ou une simple profession de foi. Il était le moteur d'incroyables initiatives dont nous ressentons encore les effets. Souvenons-nous, le début des années 80, des années que les observateurs nommaient une période d'eurosclérose, des années de crise économique et de tensions politiques, et une communauté européenne comme absente, paralysée.
dès sa nomination, Jacques Delors comprend qu'il faut relancer la machine pour regagner la confiance des Européens. La relancer par une initiative qui provoque un changement de fond et une nouvelle dynamique. Mais aussi un changement que les gouvernements puissent soutenir pleinement. Et après de larges consultations, Jacques Delors choisit d'agir sur l'existant. Le cœur de la communauté européenne d'alors, c'est l'objectif 1992. Un vaste projet pour créer un marché unique réunissant plus de 300 millions d'habitants. Un véritable espace sans frontières. Un espace de liberté de circulation pour les marchandises, bien sûr, mais aussi les capitaux, les services et, non moins important, les personnes. Donc, un levier pour relancer l'économie européenne et la rendre plus compétitive, mais aussi un appel aux citoyens à s'approprier l'espace européen. En faisant cela, Jacques Delors a accompli l'exploit de relancer l'Europe en s'appuyant sur l'économie, de créer de l'optimisme en pleine crise économique. Mais pourtant, je crois que la véritable révolution est ailleurs. Elle est institutionnelle. C'est l'acte unique européen, mon traité favori, comme il aimait à le dire, non seulement l'acte unique confirmant l'objectif de 1992, mais il en donnait les moyens institutionnels selon le triptyque favori de Jacques Delors. La compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Il le fit de plusieurs manières, en élargissant le champ des décisions à la majorité qualifiée, avancée fondamentale, en étendant les compétences européennes dans les domaines de la politique industrielle, de la recherche et encore de l'environnement, et enfin et surtout en plaçant la cohésion sociale et régionale au cœur des priorités européennes. Et permettez-moi de m'attarder un instant sur cet aspect. Cette dimension était, aux yeux de Jacques Delors, une condition indispensable de la croissance économique. La cohésion territoriale, pour réduire les différences entre les États membres et entre régions, bien sûr, et la cohésion sociale, pour lutter contre les inégalités. Et cette dimension était chère à Jacques Delors, partisan du dialogue social. Il la promouvra notamment avec les entretiens de Val-Duchesse. Compétitivité et solidarité ensemble. Une philosophie dont nous sommes les héritiers et qui continue à structurer notre action. De nombreuses avancées sont nées de la réforme de l'acte unique, à commencer par le traité de Maastricht, qui a rendu plus solides encore toutes ces nouvelles politiques. Maastricht, justement. Le traité qui a créé une Union européenne et a permis l'élargissement. Et le traité qui a lancé l'Union économique et monétaire et l'introduction de l'euro. L'euro, cette grande étape poursuivie par Jacques Delors, était clairement à la fois le symbole de cette union plus étroite et l'outil
d'une plus grande efficacité et souveraineté économique. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'aurais tort de ne célébrer que l'artisan d'une Europe intégrée, compétitive et solidaire. Jacques Delors était également particulièrement préoccupé par la place et le rôle de l'Europe dans le monde. Il disait « le renouveau ou le déclin ». Il était convaincu que l'Europe devait s'affirmer, jouer pleinement son rôle dans le monde. Et il comprenait qu'elle ne pourrait le faire qu'avec des instruments de souveraineté partagée, comme la monnaie unique justement, qu'il contribua à créer, et une défense commune. Il l'appela de ses vœux, mais elle ne vit pas le jour. Il disait, et je cite, « Soyons assez puissants pour nous faire respecter et promouvoir nos valeurs de liberté et de solidarité. Dans un monde comme le nôtre, il ne peut en être autrement. » Fin de citation. Liberté et solidarité comme valeurs humanistes à promouvoir face au bouleversement du monde. Et avec la fin du rideau de fer, cette conviction allait rencontrer le souffle de l'histoire. En tant qu'Allemande qui a vécu dans un pays divisé, je suis très reconnaissante à Jacques Delors pour son engagement pour la réunification de l'Allemagne et sa conviction que l'Europe serait à terme réunifiée. En effet, en automne 1989, Jacques Delors n'hésitait pas à se montrer confiant dans la force de l'intégration européenne. Aux journalistes allemands qui l'interrogeaient le 12 novembre 1989, c'est-à-dire quelques jours après la chute du mur, il disait « La communauté européenne est le centre de gravité de l'histoire de l'Europe. C'est vers elle que regardent les habitants de la RDA, de la Pologne et de Hongrie. Nous ne devons pas les décevoir, nous devons leur offrir notre aide et notre coopération. » Fin de citation. Et sous son impulsion, l'Europe a mis en place les programmes phares et TACIS, les premiers instruments pour aider les pays d'Europe centrale et orientale à se moderniser et à se rapprocher de l'Union européenne. Nous connaissons tous les fameux critères de Copenhague, adoptés justement lors du sommet de Copenhague en juin 1993. Ces critères ont guidé le processus d'adhésion le plus vaste que l'Europe a jamais connu. Il reste le socle de notre action. Mais son regard sur le rôle de l'Europe dans le monde allait bien plus loin. C'est en effet la commission présidée par Jacques Delors qui s'est engagée dans les grands forums internationaux tels que le G7 et le G20, la conférence de Rio, l'ancêtre de nos COP. Et j'ai souri en lisant un article de journal relatant une rencontre entre Jacques Delors et Bill Clinton à la Maison-Blanche en 1993. De quoi ont-ils parlé? De menaces de tarifs américains sur les importations d'acier européen. Certains combats sont éternels. Jacques Delors, chacun s'accorde à le dire, était un maître tacticien, un négociateur patient, pratique sans doute,
affûté pendant ses années de syndicalisme et bien utile dans le contexte européen. Qualité indispensable pour faire accepter l'euro aux Allemands. Et je cite, « Tous les Allemands ne croient pas en Dieu, mais ils croient tous en la Bundesbank », avait-il dit avec humeur, et je peux le confirmer. On mesure donc l'exploit. Patience, rigueur, travail. Remettre 20 fois l'ouvrage sur le métier afin que chaque proposition soit parfaite, chaque argumentaire convaincant. On le sait, Jacques Delors était un travailleur acharné, mais toujours avec pour ambition une avancée significative pour l'Europe et ses citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, plus qu'un héritage patrimonial, je crois qu'il faut en garder la flamme, celle de la jeunesse et du programme Erasmus, celle de la solidarité des fonds structurels et du dialogue social, celle de la volonté, de l'ambition et du pragmatisme. Car enfin, le chemin de notre Europe se réinvente chaque jour. Jacques Delors disait que notre Union européenne était un OPNI, pour objet politique non identifié. Au fond, il nous a appris que l'important est de s'adapter aux nouvelles nécessités. L'important est d'agir avec ambition et réalisme pour affronter les nouveaux défis. L'important est de garder, chevillé au corps, l'idéal européen. Adieu, Jacques Delors. Vive l'Europe.